Jeudi 25 août, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée ce soir à la visite de travail et d'amitié du président français Emmanuel Macron en Algérie. Bonsoir, une nouvelle fois, visite de travail et d'amitié du président français Emmanuel Macron en Algérie, une visite de 3 jours qui intervient dans un contexte marqué par la volonté politique des deux pays à renforcer les relations bilatérales et à impulser une dynamique selon une vision nouvelle basée sur un traitement d'égal à égal et l'équilibre des intérêts. Et entre Alger et Paris, plusieurs dossiers sont en suspens sur la question mémorielle. L'Algérie a à maintes fois exprimé son attachement. Le dossier ne pourra faire l'objet d'une quelconque concession et quels qu'en soient les motifs. Souad Ben Batouche. Exorciser le douloureux passé pour aller vers un avenir meilleur, Alger entend bien mener les choses dans ce sens. Et pour ce faire, l'assainissement du dossier de la mémoire est primordial. Pour l'Algérie, la question doit être traitée avec sérieux et sobriété pour que les deux pays puissent faire un bond qualitatif vers un avenir meilleur. Sur la question mémorielle, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, certaines avancées ont été enregistrées, comme la récupération d'une partie des restes mortuaires des martyrs de la révolution algérienne ou encore la restitution des archives communes. Tout a commencé quand Macron, alors candidat à la présidentielle en 2017, avait surpris plus d'un en déclarant depuis Alger que la colonisation est un crime contre l'humanité. Ce même Macron à l'origine du froid avec Alger, après ses interrogations en septembre 2021 sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation, pour ensuite faire part de ses regrets devant la polémique engendrée par ses déclarations. Bon an, mal an, Paris évoque toutefois un regard vers un avenir commun, mais Alger, lucide, souhaite le bâtir sur de bonnes bases. Tourner la page passe aussi par le règlement des dossiers des disparus de la guerre de libération algérienne, la récupération des archives, les explosions nucléaires et les indemnisations des victimes, mais aussi par la récupération du patrimoine culturel algérien pillé à l'époque coloniale. Et l'atelier des questions mémorielles reste ouvert. Les experts des deux pays ont beaucoup à faire, notamment sur la question des explosions nucléaires dans le sud algérien. Et pour en parler avec nous en direct, maître Fatma Ben Baraham, avocate et chercheuse en droit de l'histoire et militante des droits humains. Maître, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Sur la question des explosions atomiques, il faudrait déjà que la France reconnaisse ses crimes et ainsi établir la responsabilité de l'État français pénal, politique, mais aussi civil. Qu'est-ce que vous en pensez, maître ? Alors, c'est tout à fait juste de parler aujourd'hui de responsabilité de la France coloniale et de la France actuelle. D'abord, la première avancée, c'est qu'on ne parle plus d'essais nucléaires comme on a voulu nous faire croire pendant des années, mais en réalité, depuis que François Hollande s'est largement exprimé sur la question, il s'agit bien, selon lui, d'explosions atomiques et non pas d'expériences atomiques. Et c'est ce que nous avons toujours dit depuis à peu près une vingtaine d'années. Nous parlons d'explosions atomiques et non pas d'expériences atomiques. Oui. Donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une reconnaissance politique du fait criminel. Aujourd'hui, beaucoup de gens réclament une repentance, un pardon, un petit mot gentil. Je dirais que nous n'en avons pas besoin, car la reconnaissance de ce crime par la France n'exclut pas et n'absout pas le crime colonial. Et ce crime colonial a été, premièrement, défini, puis sanctionné à travers le statut de Rome du 17 juillet 1998, où on parle d'expérience sur les humains, parce qu'il s'est agi de véritables expériences sur la population du Sud,
sans qu'ils le sachent. Même cette expérience atomique a été dirigée contre les Français eux-mêmes qui étaient sur place et qui ne savaient pas. Lorsqu'ils sont venus servir la France, ils ne savaient pas que la France allait leur servir la mort. Et c'est maintenant qu'un mouvement de solidarité des vétérans de la guerre d'Algérie et des explosions atomiques sont en train de s'organiser, de se défendre, d'aller devant des procès, devant des juridictions pour faire asseoir leurs droits. Donc aujourd'hui, la repentance ne nous intéresse pas, parce que le pardon, comme je l'ai déjà dit, n'absout pas le crime. Et alors, nous allons demander pardon. Un des présidents va avoir peut-être le courage, entre guillemets, de dire « Oui, la France coloniale a commis un crime contre l'humanité en Algérie ». Macron l'a déjà dit une fois avant qu'il ne soit président. Il peut le reprendre demain. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter? Qu'est-ce que ça va nous apporter, nous, Algériens? Qu'est-ce qu'on attend de ce président? Qu'est-ce qu'on attend de cette politique? Qu'est-ce qu'on attend de cet État français? Eh bien, on attend de le responsabiliser pour un crime volontairement commis et politiquement commis. Parce que sans ces explosions atomiques en Algérie, la France n'aurait jamais pu rentrer dans le club atomique et devenir une puissance mondiale. Si aujourd'hui cette France s'honore d'être une puissance mondiale, qu'elle ne l'oublie surtout pas. Cette puissance a été construite sur la vie des Algériens, sur la vie de notre climat, sur la vie de notre nature, des puits, de l'eau, de tout ça. Tout chez nous a été pollué. Et mieux encore, ils ont ajouté un autre crime parce qu'en partant, ils nous ont retiré toutes les cartes de l'enfouissement des déchets nucléaires. Nous en souffrons jusqu'à présent. Ils ne veulent pas nous donner ces cartes. Ils ont tout enfoui. C'est-à-dire, il y a eu le premier crime de l'explosion et il y a eu le deuxième crime, c'est-à-dire infester le sol par tout ce qu'ils ont laissé sans nous dire où se trouvent donc tous ces déchets nucléaires qui continuent à faire les malheurs de ce peuple. Donc vous comprendrez facilement qu'ils peuvent s'excuser 1000 fois. Mais cela ne veut en aucun cas dire que nous allons oublier, que nous allons fermer le dossier et que nous allons réouvrir une page. Parce que l'histoire, c'est des pages qui se noircissent au fur des ans, au fur du temps. Maintenant, nos enfants sont conscients, ils savent qu'il y a eu des crimes ignobles dans ce pays. Et un des plus gros crimes, c'est justement les explosions atomiques. Pourquoi je le considère comme étant le plus grand? Parce que la durée de vie du plutonium qu'ils ont utilisé dans les explosions va jusqu'à 44 400 ans. Et la demi-vie simplement du plutonium dans notre sol, comme dans les autres sols, si ça a été utilisé, effectivement ça a été utilisé quelque part, c'est 2400 ans. C'est voir que nous sommes bien dans le cadre d'un crime continu. Il ne s'est pas arrêté en 62, il ne s'est pas arrêté en 66. Il continue aujourd'hui tous ces cancers que nous avons, toutes ces maladies radio-induites. Les Américains ont recensé déjà 36, ils sont arrivés à 42 maladies radio-induites. Les Français ne reconnaissent que quelques maladies radio-induites pour leurs vétérans et non pas pour la population. Merci. Ils ont fait un texte, le texte de la loi Morin. Mais cette loi Morin ne concerne aucunement les Algériens. Elle ne concerne que les vétérans et la population civile, scientifique qui existait sur les lieux. Justement, Maître... Finir, je vous dirais que Mesmer, qui a assisté, a fini par avoir une série de cancers. Maître Ben Barahem, été le seul. Nous allons à présent évoquer la question de la récupération des archives de guerre qui a été bloquée pendant les 60 années prévues pour leur déclassification qui ont bien été dépassées, Maître Ben Barahem. Tout à fait. Vous savez que concernant les archives, la France a une législation assez lourde. Elle a des dates. Il y a des dates pour lever le secret militaire. Il y a des dates pour le secret défense. Il y a des dates pour le secret d'État. Donc, la plus longue de ces dates, c'est 60 ans. Hormis une autre loi que les gens ne connaissent pas, mais qui est très, 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 très dangereuse, c'est la loi de 100 ans concernant l'état civil et l'identité des Algériens. Nous en reparlerons une autre fois parce que c'est très long. Mais revenons aux archives. Donc, à partir du moment où un État qui veut être respecté produit des textes de loi mais ne les respecte pas, alors il y a vraiment un questionnement qui se pose. Pourquoi la France ne veut pas remettre les archives
sur lesquels les délais ont expiré et donc ils doivent être maintenant en phase de restitution ou alors en phase d'exposition ou en phase d'exploitation. Pourquoi la France tient tant à les cacher? Parce qu'elle veut tout simplement cacher tous les crimes qu'elle a commis en Algérie. Alors les archives sont pour nous un élément extrêmement important et je vais vous citer un seul cas. Lorsque nous avons commencé à discuter du problème du nucléaire, parce que c'est très lié, oui. Il y a eu sur le net, à la date de l'expiration, donc pour la levée du secret militaire sur ces dossiers, il y a eu une exposition sur Internet pour 15 jours. Mais à partir du moment où nous avons tout de suite sauté sur l'occasion, nous avons pris ce document, c'est un document secret classé défense secret défense, concernant justement, il parle d'essais nucléaires, il ne parle pas d'explosion à l'époque. Donc à partir de ce moment-là, heureusement que nous avons fait des copies de ces textes. Et nous le conservons jalousement. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont vite rendus compte que les Algériens, en premier lieu, plus les Polynésiens, n'est-ce pas, se sont accaparés des données scientifiques et militaires secrètes qu'il y avait dans ces dossiers, et donc on a commencé à travailler. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Sarkozy, en 2008, il produit un texte, disons, sur les archives, disons que les archives doivent être libérées parce que les délais ont expiré, mais le même jour, il produit une autre loi qui interdit toute consultation de certains dossiers qu'il continue à classer secrets. Même pour les chercheurs, qu'ils soient français ou algériens. On les a interdit de toucher à ces archives, sauf sur autorisation. Donc aujourd'hui, c'est une guerre. C'est une guerre juridique entre nous et eux. C'est fini, le sentiment doit être mis de côté. La loi nous permet de récupérer ces archives, surtout quand elles sont communes, on doit les récupérer pour pouvoir écrire une histoire véridique, une histoire algérienne, et non pas une histoire écrite par des plumes françaises. Merci, Maître Fatma Zahra Benbellah. De les suivre. Je vous remercie, chère madame. Vous étiez en direct avec nous, je le rappelle, vous êtes avocate et chercheur en droit de l'histoire. Et sur le plan économique et énergétique, la visite de travail et d'amitié du président français Emmanuel Macron en Algérie soulève plusieurs questions. Une occasion pour les deux pays de rebâtir les relations bilatérales fragilisées par de nombreuses crises et tensions. Le point avec Mohamed Wali Ben Chaben. La visite du président français Emmanuel Macron en Algérie contribue à approfondir la relation bilatérale, tournée vers l'avenir. Sur le plan économique, Paris entame sans aucun doute des négociations avec Alger pour relancer ce secteur qui est au point mort après plusieurs mois de crise et de tensions, mais aussi pour replacer les investissements français dans le pays sur une bonne posture, rappelant que l'Algérie reste un partenaire important et crédible pour l'Hexagone. Le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et la France a été marqué par un net ralentissement ces dernières années. Selon des chiffres officiels, les échanges commerciaux en 2020 ont atteint 6,9 milliards d'euros. Les principaux produits algériens exportés vers la France sont essentiellement des hydrocarbures, 91% du total des biens exportés dans la même année. Le reste des exportations algériennes se compose de dérivés des industries pétrolières et gazières et de produits agroalimentaires. Cette visite de travail et d'amitié est une occasion pour reconsolider l'axe Alger-Paris dans tous les secteurs, notamment énergétiques. La question du gaz algérien devrait être mise sur la table des deux présidents algériens et français compte tenu des difficultés d'approvisionnement à la suite d'une conjoncture géopolitique internationale actuelle très complexe. On va en parler de la coopération économique entre la France et l'Algérie avec M. Boubacar Sellami qui nous rejoint et qui s'est intéressé à plusieurs reprises à cette question. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir madame. Donc vous êtes expert en économie, on souligne pour nos téléspectateurs. La France a longtemps été partenaire économique de l'Algérie. Monsieur Boubacar, ces dernières années, il y a d'autres pays qui se sont illustrés et qui ont fait du surclasse. Je citerai la Chine, l'Italie ou la Turquie. Cette visite, est-ce qu'elle donnera un nouveau souffle à la coopération algéro-française d'après vous ? Oui, c'est vrai, la France essaye de récupérer sa place qu'elle a perdue ces dernières années. C'est vrai, les relations économiques algéro-françaises, c'est comme les dents de scie. C'est un héritage depuis l'indépendance, c'est des hauts et des bas. La France, elle occupait une place importante, elle était toujours à la première place, deuxième place, mais ces dernières années, elle a laissé la place à la Chine, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne. Donc, c'est un recul par rapport à d'autres pays. Aujourd'hui, la France essaie de faire quelque chose pour récupérer sa place qu'elle réclame comme droit. Parce que l'Algérie et la France, il y a une relation qui est impactée toujours par la politique, par le sujet de la mémoire. Donc, cette fois-ci, je crois que cette visite va essayer de réparer des choses. L'Algérie offre à la France beaucoup d'opportunités au même titre que les autres pays. L'Algérie réclame un comportement à égalité, dans un cadre de gagnant-gagnant, oui, dans un respect mutuel. Et je crois que le président français va essayer, à mon avis, de réparer quelques erreurs. Je parle de certaines déclarations et le président de la République aussi a répondu à ces déclarations. Donc, c'est une occasion pour revoir les relations politiques au premier degré et deuxièmement sur le plan économique, sachant que l'Algérie ne représente pas beaucoup de choses pour le gaz, parce que beaucoup parlent du sujet du gaz. Donc la France a déclaré que... Mais avec la conjoncture actuelle, Monsieur Boubacar Selami, qui est très difficile avec le conflit en Ukraine, la France se sent en danger. Le gaz se raréfie sur le vieux continent et l'Algérie s'est imposée comme un partenaire, un fournisseur très sérieux et très fiable pour l'Europe. Comment visiter l'Algérie et ne pas parler de gaz ? Absolument, justement. Personnellement, je suis étonné de la déclaration de l'Élysée par rapport à écarter le problème du gaz, mais je pense que ça sera un sujet à discuter, sachant que les exportations de l'Algérie vers la France en gaz représentent 8% de la consommation de la France. Peut-être elle va essayer d'avoir plus de quantité d'exportation du gaz algérien vers la France, c'est surtout pour remplacer les importations de la France de la Russie, qui représentent aussi 17% de la consommation française de gaz. Donc, certainement, il y aura le sujet du gaz dans les débats et des discussions, quoique, la France a déclaré que ça ne sera pas peut-être le sujet principal, mais je crois qu'il y aura une part de cette discussion concernant le gaz et le pétrole, et certainement, il y aura beaucoup d'autres choses à discuter, à savoir les IDE, les importations, les investissements directs étrangers en Algérie qui ont baissé les investissements de la France. Ces dernières années, il y a beaucoup de sociétés françaises qui ont quitté l'Algérie, qui ont occupé les dernières années avant 2020 une place vraiment très importante. Cette fois-ci, l'Algérie, je pense qu'elle offre à la France les mêmes opportunités que les autres pays européens. Oui. Donc voilà, c'est une occasion pour la France pour avoir sa part à travers le code de l'investissement, à travers des relations dans le cadre de respect mutuel et gagnant-gagnant. Merci Monsieur Boubacar Selami. Je rappelle, vous êtes expert en économie. Et parmi les sujets qui seront abordés par le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune et son homologue Emmanuel Macron, il y a le volet sécuritaire au Sahel, une région de plus en plus sensible au vu de la conjoncture régionale. Paris mise sur une coopération avec Alger, acteur incontournable dans la région. Safouane Ben Sabri. Une visite d'amitié chargée de dossiers entre les deux nations que sont la France et l'Algérie, notamment celui du Sahel et par conséquent de la sécurité dans la région. À la table des matières, des sujets qui seront abordés, il y a la question sécuritaire dans une région en proie à des changements incessants.
Opération Serval et Barkhane se sont succédés au Mali avant le retrait effectif de la France le 15 août passé, après 9 ans de présence. Une nouvelle donne régionale est en train d'émerger avec de nouveaux acteurs, le Mali ayant décidé d'assurer sa propre sécurité. Concernant le Mali, Alger et Paris s'accordent à dire que les accords d'Alger restent la base la plus solide pour trouver une solution aux tensions au Mali. L'accord signé en 2015 a réuni les mouvements de l'Azawad et le gouvernement malien. Il fait aujourd'hui figure de référence à Paris comme à Alger. Suite au retrait français du Mali, la présence française au Sahel n'est pas pour autant inexistante. Les troupes françaises, toujours présentes entre autres au Niger et au Tchad, deux pays frontaliers de l'Algérie. Paris prône donc une coopération nécessaire avec Alger dans le cadre de la lutte antiterroriste dans la région, prenant en compte la situation géographique de l'Algérie. Les voies de passage des différents groupes terroristes dans les larges étendues désertiques imposent une coopération active avec Alger. Naturellement, l'Algérie est un acteur incontournable dans la lutte antiterroriste, pouvant faire valoir son expertise en la matière. La sécurité au Sahel, un sujet qui sera très certainement abordé par les deux présidents, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron. On va en parler ce soir avec M. Hassan Qassimi, expert des questions géopolitiques. Vous êtes en direct avec nous, bonsoir. Bonsoir madame. Alors, la sécurité au Sahel, ce dossier épineux, et le Mali en est un exemple vivant de ce qui se passe au Sahel. Les forces Barkhane ont certes quitté le Mali, mais les résultats, après 9 ans de guerre contre le terrorisme, sont en deçà. Monsieur Qassimi, l'Algérie, qui est un acteur majeur dans la région, a de tout temps accompagné et soutenu Bamako. Comment expliquer cet échec de l'opération Barkhane ? D'abord, vous avez bien dit et bien fait de souligner que c'est un problème épineux et que l'Algérie, avec le Mali, a des relations qui sont historiques, privilégiées et bien sûr des relations stratégiques. Et compte tenu des menaces environnantes qui se développent sur le plan régional. Maintenant, nous devons absolument faire une évaluation de la présence française au Mali pendant 9 ans. Maintenant, les Français sont arrivés avec une armada et une armée qui s'est installée au nord du Mali, et l'objectif est d'éradiquer le terrorisme et de rétablir la paix et la sécurité. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les conséquences collatérales ont été dramatiques. Et là, ce qu'on pourrait peut-être parler sur ce sujet de manière très longue, pour dire que d'abord, les conséquences collatérales, le premier point sur lequel je voudrais intervenir, c'est d'abord le fait d'avoir un peu provoqué le blocage de l'état-major opérationnel des pays du Sahel dont le siège était installé à Tamanrasset. Alors, vous devez savoir, quand le G5 du Sahel, dirigé par la France, a été installé, son objectif d'abord était de provoquer de neutraliser un peu cette appropriation de la sécurité régionale par les propres pays africains. Et malheureusement, c'est un des facteurs de l'échec de l'intervention française au niveau du Mali. Ça, c'est très important, il faut le dire, et il faut le souligner. Maintenant, vous savez que les intérêts dans la région et dans le continent sont importants. Vous devez certainement savoir que l'Afrique, le continent africain, est un pays très riche. Oui. C'est un peu, je pourrais vous le dire, que c'est le coffre-fort de l'Afrique, 30 millions de kilomètres carrés. L'Union européenne, c'est un peu, si on doit faire des comparaisons sur le plan géographique, c'est un peu plus de 4 millions de kilomètres carrés. Vous voyez que les enjeux et les intérêts en Afrique sont très, très importants. Maintenant, sur le plan des relations stratégiques avec la France, l'Algérie, vous l'avez dit de manière très forte, l'Algérie est un partenaire qui est inévitable. Dans l'échiquier de la gestion de la sécurité régionale, l'Algérie est un partenaire inévitable, de par d'abord sa superficie. L'Algérie a 2 382 000 km², ce n'est pas négligeable. Et deuxièmement, de par son expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Et là, je voudrais soulever un problème très, très important.
c'est la situation du terrorisme au niveau de la région du Laptico-Gourma, qu'on appelle communément comme étant la région des trois frontières, où on a le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et là, je dois vous dire une chose qui est un peu surprenant, étonnant et intriguant, c'est que cette région a été transformée en quartier général du terrorisme, alors que la force Serval, puis la force Barkhane, il faut expliquer aussi pourquoi il y a eu transformation de la force Serval vers la force Barkhane. La force Serval, c'est pour intervenir en Afrique. La force Barkhane, c'est pour intervenir dans tout le Sahel. Donc les ambitions de la France ont changé au fur et à mesure de leur installation au nom du Mali, et ils se sont donnés comme mission et comme objectif de s'installer dans le Sahel, et c'est ce qui explique pourquoi la force Serval a évolué vers la force Barkhane. Monsieur et là, Qassimi, je me demande pourquoi le quartier général qui est installé au niveau du terrorisme, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est installé au niveau du Laptico-Gourma, n'a pas été neutralisé. C'est des questions très importantes qui se posent, et là, on pourrait peut-être expliquer que souvent le terrorisme a été instrumentalisé, que le terrorisme a été un moyen d'intervention. Monsieur Qassimi, on va aborder oui. la question des accords d'Alger, le sujet de la question des accords d'Alger qui reste la base la plus solide pour trouver une solution aux tensions au Mali. Cet accord qui a été signé en 2015, on le rappelle, fait aujourd'hui figure de référence dans la résolution du conflit, n'est-ce pas? Vous savez, très brièvement, monsieur Qassimi. L'accord d'Alger, oui. grâce au soutien de l'Algérie, grâce à la diplomatie de l'Algérie, aux moyens qui ont été mobilisés par l'Algérie, l'accord d'Alger a évité au Mali une partition. Ça, personne ne le dit. Et là, il faudrait le rappeler, le souligner et le dire très fort. Donc, c'est l'accord d'Alger qui a permis de mettre en place des passerelles entre le nord et le sud. Et croyez-moi que le mouvement de l'Azawad et le mouvement de libération de l'Azawad, il y a eu pratiquement dans le temps beaucoup d'interférences étrangères qui ont promis au mouvement de libération de l'Azawad un État au nord du Mali. Et là, c'est un peu le retour à un vieux projet colonial de créer le grand État saharien qui regrouperait le nord du Mali, une partie de la Mauritanie, le sud de l'Algérie, le sud de la Libye et le nord du Niger. Et quand vous prenez la carte dessous de tout ce territoire, vous comprendrez que c'est des territoires qui comprennent le pétrole, le gaz, l'uranium et bien d'autres matières premières très riches. Donc il y a un peu l'instabilité qui s'est installée au Mali et qui s'est installée un peu, qui s'est étendue au Burkina Faso, au Niger, et maintenant ça descend encore plus bas, vers le golfe du Guinée. Et là, le golfe du Guinée, vous devez savoir que c'est une des régions les plus riches en pétrole et en gaz, et c'est explique pourquoi le nord du Nigeria est fortement déstabilisé comme le nord du Mali, et il y a actuellement des groupes terroristes très forts, aussi puissants que des États, qui se sont installés pratiquement dans tout le pourtour du lac Tchad. Merci pour cet éclairage, Monsieur Hassan Qassimi. Je le rappelle, vous êtes expert des questions géopolitiques. On reviendra certainement vers vous dans de prochaines éditions. Merci. Donc cette visite visant à améliorer les relations entre les deux pays suscite toutefois des réactions mitigées. Les détails avec Inès Loralaïb. Les deux capitales considèrent ce voyage comme une première étape après une brouille de plusieurs mois. De l'autre côté de la Méditerranée, il est hors de question de parler de visite d'État, mais d'une visite officielle et d'amitié, de quoi apaiser un tant soit peu les tensions entre les deux pays. Les réactions suscitées par cette visite sont mitigées, les propos polémiques prononcés par le chef d'État français il y a presque un an au sujet de l'Algérie et surtout de l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française ont choqué plus d'un et ne passent toujours pas au sein de la société algérienne.
Quelques semaines après la célébration en grande pompe du 60e anniversaire de l'accession de l'Algérie à son indépendance, les Algériens qui tiennent bec et ongle à leur histoire, la considérant comme ligne rouge à ne pas franchir, attendent un geste fort de la part du président français, notamment la restitution des archives de la période coloniale. Et dans le reste de l'actualité internationale en Afrique, après les élections législatives en Angola, place au dépouillement. Les citoyens attendent de pied ferme les résultats définitifs des élections. Les premiers résultats annoncent le président sortant, João Lourenço, en tête avec 60,65% des voix. Neylaït Hamouda. L'Angola attend son nouveau président. Les premières estimations donnent une avance confortable au parti au pouvoir. Une opportunité de remporter un second mandat se présente au président sortant, João Lourenço. Les résultats préliminaires des élections montrent une large avance pour le mouvement populaire pour la libération de l'Angola, avec 60,65% des voix sur un tiers des votes dépouillés, contre 33,85% pour l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola. Des résultats qui tiennent en haleine toute une population. Les résultats sont temporaires, donc nous attendons qu'ils publient le résultat final. En attendant, nous devons rester tranquilles et respecter la démocratie. Le véritable duel se joue donc entre le MPLA, au pouvoir depuis près de 5 décennies, et son rival de longue date, Adalberto Costa Jr., candidat de l'ancien mouvement de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Un scrutin qui, malgré les craintes, s'est déroulé dans le calme. Dieu merci, j'ai été très bien reçu et j'ai très bien voté. Tout s'est bien passé. Il n'y a eu aucune insécurité. Je me sens heureuse puisque j'ai rempli mon droit et mon devoir. Et c'était simple, très facile, sans complications. Tout était bien organisé, c'était facile. L'Angola, pays aux 1000 problèmes économiques et environnementaux, inflation, pauvreté, sécheresse et insécurité alimentaire, le lot quotidien des Angolais. Le futur président aura cette lourde tâche de rassurer la population. Et dans le conflit en Ukraine, plus de 200 militaires de la réserve des forces armées ukrainiennes ont été éliminés et 10 unités d'équipements militaires détruits dans une frappe sur une gare ferroviaire dans le centre de l'Ukraine. Annonce faite par la Russie qui a mené cette frappe. Kiev, de son côté, fait état d'au moins 25 personnes tuées. Suite à l'impact direct d'un missile Iskander sur un train militaire à la gare de Tchapliné, dans la région de Dnipropetrovsk, plus de 200 militaires de la réserve des forces armées ukrainiennes ont été visés et 10 unités d'équipements militaires ont été détruits. Des frappes de haute précision continuent d'être menées contre les installations du complexe militaro-industriel ukrainien servant à réparer les armes et les équipements militaires destinés aux troupes ukrainiennes. Au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan a été libéré sous caution pour des accusations portées en vertu de la loi antiterroriste du pays. Cette décision rendue par un tribunal antiterroriste va lui permettre de poursuivre une série de rassemblements dans tout le pays pour réclamer des élections anticipées. Après sa libération, il a accusé le gouvernement d'avoir peur de la popularité de son parti. On l'écoute. Comment le Pakistan a été rayé dans le monde entier après avoir fait les gros titres et donné l'impression que le Pakistan était une république bananière et qu'il n'y avait pas de loi ici. Et que n'importe quelle accusation pouvait être portée contre n'importe qui. Ils ont essayé d'arrêter une personne qui est à la tête d'un parti politique important. Ceux qui prennent les décisions et ceux qui sont derrière tout ça devraient penser à ce pays. En Colombie, le président Gustavo Petro a proposé que les narcotrafiquants qui se soumettent à la justice évitent l'extradition vers les États-Unis et qu'il leur soit accordé des avantages juridiques sans préciser la nature de ces avantages. Il a indiqué qu'il dialoguerait de cette nouvelle politique avec Washington. Ce que nous leur avons proposé est le suivant. Un trafiquant de drogue qui ne négociait pas avec l'État colombien sera extradé.
Un trafiquant de drogue qui négocie avec l'État et qui récidive est extradé sans aucun type de négociation aux États-Unis. Les trafiquants de drogue qui négocient des avantages juridiques avec l'État colombien et cessent d'être des trafiquants de drogue ne seront pas extradés. Et juste avant de se quitter, on va revenir sur cette visite de travail et d'amitié du président français Emmanuel Macron en Algérie. On rejoint à la présidence de la République notre envoyé spécial Khaireddine Battache. Khaireddine, bonsoir. Bonsoir Fatma. Alors Khaireddine, comment se déroule la rencontre entre les deux présidents ? Oui, Fatma. Alors, en ce moment même, les deux présidents algériens et français sont en cours de discussions en privé, des discussions bilatéraux qui donneront lieu juste après à un entretien élargi entre les deux délégations. On rappelle que les deux présidents s'entretiennent en privé depuis à peu près un peu plus de 2 heures. En attendant qu'un point presse ou qu'une déclaration commune soit tenue par les deux présidents. Je rappelle que 6 ministres français sont présents parmi la délégation française. Je cite par exemple le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ou encore le ministre des Finances ou de l'Économie Monsieur Bruno Le Maire. Voilà. Khaireddine Battache, on reviendra vers vous donc pour plus d'actualité. Vous étiez en direct avec nous depuis la présidence de la République. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, un point météo. Restez branchés sur A24 News pour suivre en direct justement cette déclaration conjointe d'Emmanuel Macron et du président de la République Abdelmadjid Tebboune. Je vous dis à demain, 19h. Bonsoir.